Bienvenue sur ce résumé de Oser diriger, un travail courageux, des conversations difficiles, des cœurs emplis, de Brené Brown, PhD. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. L'essence d'un leadership efficace. Chaque être humain réagit et répond différemment aux situations. C'est pourquoi il nous arrive d'agir négativement sans le vouloir. Ces différentes réactions nous affectent souvent au travail. Par exemple, dans la manière dont nous choisissons nos objectifs et nos dates limites, et dans la façon dont nous menons notre journée de travail. Peu de chefs fixent des dates limites réalistes aux membres de leur équipe, souvent motivés par le besoin d'accomplir quelque chose rapidement ou par des ambitions personnelles. Mais le principal problème est que l'équipe ne sait rien de tout cela. Elle voit simplement la date limite et la difficulté à l'atteindre et ne voit alors qu'un mauvais leader qui ne saurait être satisfait. Il est également possible qu'une personne fixe ses dates limites par peur ou parce qu'elle craint que ses compétences en matière de leadership ne soient pas suffisantes. Le courage pousse les excellents chefs à réussir. Croyez en vous. La peur ne vous aidera pas. Une équipe doit avoir une compréhension commune de l'ensemble des tâches à accomplir grâce à une communication efficace. Par exemple, l'équipe de direction travaillant avec le docteur Brené Brown a décidé que chaque personne devait prendre des notes pendant les réunions et travailler ensemble à l'estimation des dates limites. Cela leur a permis de communiquer efficacement et de voir où les autres avaient besoin d'aide. Les schémas de pensée binaire apparaissent souvent dans les organisations et sont dangereux parce qu'ils n'optimisent pas le potentiel des employés. Voici quelques exemples de cette pensée binaire. Exploitation contre marketing. Finance contre créativité. Dépenses contre économie. Sentiment contre analyse. Rêveur contre rabat-joie. Le fait d'étiqueter les gens avec des stéréotypes ou une seule qualité limite leur capacité à explorer et à se développer. Mais les gens sont capables de choses différentes, et ce résumé montre comment cette connaissance peut vous être utile. Les sections suivantes aideront à clarifier les différents types de leadership et la manière dont vous pouvez vous démarquer. Point clé 2. La force et l'intelligence sont intrinsèques au leadership. Le colonel Hal Field, directeur de l'innovation, de l'analyse et du développement du leadership pour le Global Strike Command de l'armée de l'air, a partagé une leçon précieuse qu'elle a apprise du docteur Brené Brown. Elle a souligné l'importance de choisir soigneusement son langage en fonction de la situation. Les questions compliquées exigent une approche unique. Après en avoir discuté avec son personnel, elle s'est rendue compte qu'un problème se présentant comme de la fatigue était en fait de la solitude. Les problèmes émergents dans le monde d'aujourd'hui vont au-delà des avancées technologiques, qui permettent à l'intelligence artificielle de remplacer des emplois. Le défi se matérialise désormais par l'incapacité à embrasser les dons offerts par le cœur, tels que la vulnérabilité, l'empathie et la capacité émotionnelle. En tant que chef, il faut du courage pour poser les questions adéquates afin de déterminer le véritable défi. Un style de leadership particulièrement inquiétant est le leadership en armure. Il pousse au perfectionnisme et encourage la peur de l'échec. En ce sens, le perfectionnisme est un système de croyances autodestructeur et addictif. Il s'agit d'un objectif inatteignable qui nous fait ressentir de la honte, des jugements et fait naître des reproches. En revanche, les modèles de leadership audacieux encouragent les efforts sains, l'empathie et l'autocompassion. En tant que chef, engagez votre équipe dans des conversations sur les différences entre le perfectionnisme et les aspirations saines poussant à l'excellence. Le leadership en armure croit en la rareté et ne tient pas compte de la réjouissance et de la reconnaissance. La joie et la vulnérabilité sont étroitement liées, et nous avons l'habitude de nous méfier de la seconde. Même lorsque nous éprouvons des émotions positives, nous pensons souvent à ce qui pourrait arriver ensuite, ne nous permettant pas de nous sentir pleinement satisfaits. Parfois, nous nous mettons en garde lorsque nous ressentons de la joie en attendant la prochaine catastrophe. Nous pensons que la manifestation de tant de gaieté peut déclencher quelque chose de terrible. C'est ainsi que nous transformons les sentiments positifs en pressentiments, que nous hésitons à célébrer les victoires et que nous refusons de reconnaître les mérites. Pourtant, il ne devrait pas en être ainsi. La gratitude vous aide à apprécier les plaisirs résultant de l'accomplissement, de l'amour et de la joie. Globoforce,
Une organisation qui propose des programmes et des solutions de reconnaissance a constaté que la reconnaissance stimule l'engagement et la satisfaction des employés. Il se peut que nous ayons encore du travail devant nous et que nous connaissions des échecs. Mais cela ne doit pas nous priver de la joie du moment présent. Après avoir accompli quelque chose, nous devrions toujours prendre une minute pour la célébrer. Point clé 3. Exposer son cœur à l'empathie est un signe de force. Brené Brown a grandi en croyant que la maladie était une faiblesse. Elle considérait la maladie, le manque de fiabilité et le manque de confiance comme des particularismes indésirables. Et elle a donc dû désapprendre et lutter contre leur caractère trompeur. Après s'être accidentellement cogné la tête contre une paroi en verre, elle a appris que la maladie n'est pas synonyme de paresse. Elle a subi une commotion cérébrale et a découvert que plus elle essayait de forcer la guérison, plus elle essuyait de revers. Se donner plus de temps pour guérir et ne pas avoir honte, même si elle avait beaucoup de rendez-vous et d'activités intéressantes à venir, était un état d'esprit difficile à atteindre. La honte survient lorsque nous pensons que quelque chose que nous avons fait devrait nous priver de relations. Elle se manifeste sous diverses formes. Faire quelque chose d'inutile, ne pas contribuer à l'évolution d'une organisation, crier sur ses enfants, se faire licencier ou cacher une dépendance. Il est dangereux de qualifier la honte d'embarras, de culpabilité ou d'humiliation, car cela diminue notre empathie à l'égard des autres personnes qui éprouvent ces émotions. Le fait d'avoir des conversations sur la honte améliorera la qualité de notre vie. Les chefs audacieux s'engagent à ne pas utiliser la culpabilité pour obtenir des résultats. Lorsqu'ils licencient un employé, il est essentiel de lui donner la possibilité de partir avec dignité. Soyez authentique lorsque vous éprouvez de la honte. Ne sacrifiez pas vos valeurs. Soyez plus courageux, plus compatissant et plus relationnel après cette expérience. Lorsque quelqu'un vit une situation triste, il est souvent préférable de reconnaître que le problème fait mal plutôt que d'essayer d'améliorer les choses en disant quelque chose qui minimise la douleur. Lorsque le docteur Brené Brown a manqué le dernier match de hockey sur gazon de sa fille Hélène au lycée, Suzanne, présidente et directrice de l'exploitation de l'organisation, a fait preuve d'une empathie qu'elle n'aurait jamais imaginée. Malgré tous les efforts déployés pour s'assurer qu'elle serait là pour encourager sa fille, rien n'y a fait. Elle a pleuré à chaudes larmes et exprimé son plus grand mécontentement. Mais Suzanne n'a pas essayé d'établir une comparaison avec sa souffrance. Elle a compati en se rattachant aux émotions qu'elle ressentait et en utilisant les bons mots pour exprimer son attention. Point clé 4. Les chefs doivent comprendre et développer l'empathie. Nous jugeons souvent les autres dans les domaines où nous sommes le plus enclins à avoir honte. Lorsque les gens nous analysent, nous avons tendance à répercuter cette évaluation en critiquant les autres. Notre curiosité et notre esprit d'apprentissage nous poussent à vouloir comprendre les autres. Voir le monde du point de vue de quelqu'un d'autre renforce l'empathie et réduit le jugement. Lorsque le perfectionnisme nous pousse à agir, la honte nous accompagne. Brené Brown, PhD. L'empathie vise à comprendre les sentiments d'une autre personne et à prêter attention au langage corporel de toutes les parties concernées. Créer un modèle détaillant ce qu'il faut dire ou faire pour montrer de l'empathie dans n'importe quelle situation est un défi car il est question de connexion. Puisque c'est une compétence complexe qui nécessite de la pratique, il se peut que vous vous trompiez au début. Mais soyez prêt à réessayer jusqu'à ce que vous y parveniez. L'empathie commence donc par un bon traitement de soi-même. Parfois, nous nous disons à nous-mêmes ce que nous ne pouvons pas dire aux autres dans des situations similaires. Nous devrions plutôt nous demander comment nous voulons que les autres se sentent aimés. La bienveillance envers soi est assimilable à de l'empathie envers soi. La maîtrise de l'empathie nécessite de la pratique. Il en va de même pour toutes les autres capacités que les chefs doivent acquérir. Les chefs doivent développer des compétences fondamentales grâce à la discipline. Dans les sports, les joueurs acquièrent des compétences qu'ils développent grâce à un entraînement régulier. Parfois, un sportif peut se demander pourquoi il doit faire 50 virages culbutes d'affilée au lieu de passer directement à la pratique du sport lui-même. L'entraînement et l'acquisition de compétences garantissent que les connaissances pénètrent la mémoire musculaire, ce qui nous aide à relever d'énormes défis. Le leadership n'est pas l'apogée du développement. Un chef doit évoluer en même temps que son équipe.
De même, les chefs doivent bénéficier d'une confiance ancrée pour faire face aux situations et aux conversations, prendre des décisions et garder leurs valeurs intactes lors de l'exercice de leurs fonctions. La confiance ancrée est un mélange d'aptitude à la confrontation, de curiosité et de pratique. Les aptitudes à la confrontation consistent à établir une conversation appropriée et à poser des questions essentielles. La curiosité est le désir de savoir. Une personne curieuse prend le temps d'écouter, de questionner et d'identifier le vrai problème plutôt que de tirer des conclusions hâtives sur des problèmes perçus. Plus nous en savons, plus nous voulons en savoir. Pour le docteur Sanebel, directrice du collège Morton Ranch à Katy au Texas, pratiquer la vulnérabilité lui a permis de partager son histoire personnelle avec son personnel, aidant ainsi son équipe à comprendre son objectif, sa passion et son engagement. Cela leur a également permis de pratiquer la vulnérabilité. Le saviez-vous? Selon Raj Vardhan, 69% des milléniaux estiment que le développement du leadership fait défaut sur leur lieu de travail. Par conséquent, 91% d'entre eux resteront moins de 3 ans avec le même emploi. Point clé 5. Identifier ses valeurs fondamentales et les transformer en comportement. La première étape pour vivre selon vos valeurs consiste à les écrire, à les réduire à 2 et à les nommer. Même si vous pensez avoir une infinité de valeurs, vos 2 choix fondamentaux représentent le moteur et la base des autres valeurs. La deuxième étape consiste à transformer ces valeurs en comportements. Définissez 3 ou 4 comportements qui s'alignent avec vos valeurs et 3 ou 4 comportements, bien que tentants, qui s'y opposent. Pour le docteur Brené Brown, le courage et la foi sont les valeurs fondamentales qui la poussent à s'exprimer sur des questions telles que la race, l'immigration et la justice sociale. Elle ne tolère aucun langage déshumanisant autour d'elle. Sa foi l'aide à trouver Dieu dans les gens plutôt que de les haïr. Elle ne hait que leurs idées. Le courage et la foi vous aident à vous montrer aux côtés des personnes qui souffrent et qui sont dans la gêne. La troisième étape consiste à faire preuve d'empathie et d'autocompassion. L'empathie nous aide à lutter contre le secret, le silence et le jugement. L'autocompassion nous permet de nous encourager nous-mêmes avant d'attendre des autres qu'ils ne le fassent. Elle est essentielle au maintien du bien-être mental et émotionnel. L'autocompassion peut conduire à une réduction du stress, à une amélioration de la résilience et à une plus grande estime de soi. Elle peut également nous aider à mieux faire face aux situations difficiles et à rebondir plus facilement après un échec. Nous devons rester alignés sur nos valeurs à tout moment lorsque nous donnons et recevons un retour d'information. Nous devons être prêts à nous asseoir à côté de la personne plutôt qu'en face d'elle, en plaçant le problème devant et non au milieu. Nous devons être prêts à écouter, à poser des questions et à accepter que nous ayons parfois besoin de plus d'éclaircissements. Et nous devrions être prêts à faire l'éloge des autres plutôt que d'en dire du mal. Comprendre les valeurs des autres nous aide à comprendre leurs actions. Cela nous permet de voir la véritable signification de leurs paroles et de leurs actions sur la base de leurs valeurs, plutôt que sur la base d'opinions concoctées que nous pourrions avoir en travers de la gorge. Il est également essentiel de fixer des attentes claires et de toujours faire suivre les valeurs de comportement qui en sont la manifestation directe. Les leaders audacieux croient que les gens font de leur mieux et adoptent une attitude positive pour encourager la croissance et le changement. Point clé 6. La véritable confiance en soi se reflète dans la capacité à faire confiance aux autres. Parfois, vous affirmez que vous avez confiance en vous, mais vous avez du mal à en faire de même avec vos collègues. Croire que l'on est digne de confiance et être perçu par les autres comme fiable sont 2 choses totalement différentes. Bien entendu, il est toujours difficile de parler de confiance. Plutôt que de parler de la confiance en général, il est plus efficace de souligner les comportements spécifiques qui entravent les progrès. Parmi les attributs qui permettent de définir et d'instaurer la confiance, citons les limites, la fiabilité, la responsabilité, la confidentialité, l'intégrité, l'absence de jugement et la générosité. Un acronyme pour vous le rappeler est BRAVING. En anglais, Boundaries, Reliability, Accountability, VOLT, Integrity, Non-Judgment et Generosity. La plupart des attributs s'expliquent d'eux-mêmes, mais la confidentialité
nécessite certainement des éclaircissements. Cet attribut fait référence aux subtilités du mot secret. Si l'on se lance à corps perdu et que l'on devient vulnérable au sein des équipes de travail, il est nécessaire d'établir des règles d'engagement pour éviter que les gens ne dépassent leurs limites. Par exemple, en ne divulguant jamais de secrets à des personnes extérieures ou en ne partageant pas d'informations qu'il ne faut pas partager. Nous devons avoir confiance pour être vulnérables et nous devons être vulnérables pour établir la confiance. Brené Brown, PhD. Le fondement de la confiance commence par l'individu. Cela signifie que vous devez avoir confiance en vos capacités et en vos intentions et appliquer le mode braving à tout moment. C'est une étape nécessaire pour faire confiance aux autres tout en ayant confiance en soi. La confiance s'acquiert par fragments de temps éphémères et se perd avec la même volatilité. Pour être courageux, il faut considérer l'échec comme une occasion d'apprendre. De nos jours, nous élevons nos enfants pour qu'ils deviennent perfectionnistes et se fient à ce que pensent les autres. Mais ces enfants deviennent des adultes qui manquent de confiance en eux et d'indépendance. Apprendre à s'élever se fait en 3 temps: la prise de conscience, la confrontation et la révolution. La prise de conscience suppose de reconnaître que nous ressentons quelque chose et d'en être curieux. L'une des stratégies clés pour faire le point sur les émotions est la respiration en boîte. La respiration en boîte consiste à effectuer toutes les étapes de la respiration en comptant jusqu'à 4. Inspirer, retenir l'air, expirer et rester immobile. La confrontation consiste à rédiger les anecdotes qui expliquent la situation. Parfois, nous supposons qu'il s'agit d'un complot. Cependant, nous devons comparer les anecdotes avec la réalité. La révolution consiste à enlever l'armure et à se montrer vulnérable, à s'appuyer sur nos valeurs, à braver la confiance avec un cœur ouvert et à apprendre à s'élever pour récupérer le pouvoir sur nos anecdotes et nos vies. Cette révolution exige de l'authenticité et du courage. Conclusion. En tant que leader, soyez prêt à exposer votre cœur à des sentiments qui vous poussent à embrasser le courage sans crainte. Lorsque le cœur est ouvert et libre, il vous aide à comprendre le lien entre vos sensations physiques et vos émotions, et à les maîtriser. En conséquence, vous prenez de meilleures décisions et vous faites preuve d'esprit critique. L'ego empêche le cœur de prendre connaissance de sa vérité, ce qui ne mène jamais à du positif. Cependant, le cœur a besoin d'être exposé pour embrasser un dévouement total. Accrochez-vous à votre singularité, à vos capacités et à votre étrangeté, et apportez votre pierre à l'édifice pour réaliser votre véritable potentiel. L'échec ou le succès d'une équipe dépend de la balance suspendue à la main du leader. La clé « braving » aidera tout leader à tenir sur la durée, quel que soit le dynamisme de l'équipe. Ne laissez pas les interactions de l'équipe au hasard. Établissez plutôt des limites. Apprenez à chaque membre à être fiable, afin que l'on puisse compter sur chaque membre de l'équipe. En tant que leader, le fait de répondre à votre équipe l'aidera à apprendre la responsabilité. En outre, la capacité à faire preuve d'intégrité affecte inconsciemment le groupe de travail. N'importe quel chef aurait envie de se précipiter pour essayer les guides d'action proposés par le Dr Brené Brown, tant sa réputation et son succès sont avérés. Mais lorsque vous dirigez avec courage ainsi qu'un soupçon d'audace, votre équipe vous rendra l'appareil en réalisant son plein potentiel, ce qui se traduira par une productivité exceptionnelle. Essayez ce qui suit. Dressez la liste de 2 valeurs fondamentales qui constituent la base de votre système de valeurs. Écrivez les comportements qui correspondent à vos 2 valeurs fondamentales. La prochaine fois que vous devrez prendre une décision ou diriger une équipe, utilisez des valeurs fondamentales telles que le courage, la générosité, la responsabilité et l'intégrité pour vous guider. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.